Je vais donc aborder maintenant une dernière figure de la constitution d'une égalité comprise comme homogénéité. C'est l'exemple du racisme instituant et constituant de la société aux États-Unis. La distinction entre eux et nous, qui est liée à la représentation d'une égalité-identité, ne s'est pas seulement matérialisée sous la forme d'une opposition entre un intérieur et un extérieur, comme dans le cas du fait national. L'anthropologie et la sociologie, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, ont depuis longtemps aussi souligné qu'elle n'a cessé de jouer un rôle, cette opposition entre eux et nous, dans la constitution des groupes les plus restreints. La plupart des groupes sociaux, comme l'a souligné Hogarth dans La culture du pauvre, dans une formule célèbre, doivent l'essentiel de leur cohésion à leur pouvoir d'exclusion, c'est-à-dire au sentiment de différence attaché à ceux qui ne sont pas eux. J'ai fait référence tout à l'heure à ce mécanisme. Et cette économie de la distinction n'a cessé d'être explorée, je pense notamment aussi aux travaux de Norbert Elias, dans ses multiples manifestations routinières, culturelles notamment, par la littérature ou les sciences sociales. Mais il en a aussi existé de plus radicales, qui ont fait d'un mécanisme de stricte ségrégation raciale le ressort de l'identité collective. Dans ce cas, ce n'est plus seulement un mécanisme de différenciation relative, voisinant avec la reconnaissance d'autres formes du commun qui est en jeu. On peut se considérer comme français en même temps que l'on s'identifie à des groupes plus restreints, par exemple. C'est l'idée même de commun qui est totalement absorbée, vampirisée, pourrait-on dire, par le fait de la ségrégation. Il y a alors une polarisation de l'identité qui fonde une vision radicalement non démocratique de l'égalité. Et l'Amérique a illustré de façon tristement exemplaire cette forme limite de l'égalité-identité. Pour bien prendre la mesure, le sens et la portée de cette figure en Amérique, il faut reprendre le fil de l'histoire de la ségrégation aux États-Unis, avec ses paradoxes, en essayant de comprendre au premier chef, ça doit être le point de départ de toute analyse, pourquoi cette ségrégation ne s'est mise en place qu'une vingtaine d'années après l'abolition de l'esclavage. Il y a en effet là une énigme à éclaircir. Loin d'être une forme de survivance du vieux de l'esclavagisme dans le neuf de la période post-guerre civile, dite de reconstruction, la ségrégation a été aux États-Unis une création de cette dernière période et elle a suivi d'une trentaine d'années la période de reconstruction. Lorsque la guerre de sécession prend fin, en 1865, l'adoption du 13e amendement à la Constitution fédérale abolit, comme on le sait, l'esclavage. Mais les États du Sud n'acceptent pas pour autant que cet affranchissement conduise à bouleverser leur monde social. Nombre d'entre eux adoptent ainsi des Black Codes qui visent à en réduire l'effet économique et social. Une ordonnance prise dans une localité de Louisiane stipulait par exemple que tout noir devra être au service d'une personne blanche ou d'un ancien propriétaire. Il s'agissait de cette façon de conserver les formes anciennes de dépendance à l'intérieur même d'un nouveau cadre juridique qui était imposé, celui du travail salarié. Ces Black Codes visaient par exemple à contraindre les travailleurs noirs à rester dans leur emploi, limiter leur mobilité géographique et encadrer très strictement leurs obligations contractuelles. Et au-delà du monde du travail, ces législations restreignaient aussi les droits civils en matière d'accession foncière, par exemple. Les Noirs étaient juridiquement émancipés, mais restaient, dans ces cadres, des sous-citoyens et parfois même des travailleurs quasi forcés. Et c'est en réponse à cette réaction que le Civil Rights Act de 1866 précisa que les affranchis étaient des citoyens à part entière. Cet acte, cette loi, imposait la primauté de la citoyenneté fédérale
et réduisait ainsi la marge de manœuvre des États du Sud dans leur tentative de retour en arrière sur un mode non juridique mais effectif. Et peu de temps après, en 1869, le 15e amendement entendait mettre un point final à la période de reconstruction en donnant le droit de vote aux Noirs. Et au-delà de la suppression de l'esclavage, les Blancs et les Noirs étaient du même coup juridiquement devenus pleinement des égaux. Et le Parti républicain du Nord s'implante alors dans le Sud et les élections voient dans certains cas des alliances se nouer entre des candidats républicains blancs et des regroupements d'électeurs noirs. Et c'est dans ce contexte que va s'enclencher le processus conduisant à l'élargissement de la ségrégation et à l'établissement de la ségrégation. Constatant son échec à organiser juridiquement un système de domination post-esclavagiste, le Sud va plonger dans la violence. Les Blancs multiplient les exactions sauvages à l'encontre des Noirs. Le Ku Klux Klan est par exemple fondé en 1866, avec pour premier objectif de dissuader par la force ces derniers de participer à la vie politique. De façon plus large, c'est l'idée même d'une relation d'égalité avec les anciens esclaves qui révulse la majorité des Blancs et les conduit à des réactions d'une dureté souvent inouïe. On a ainsi pu parler, c'est un thème classique de l'historiographie américaine, d'une véritable brutalisation de la vie politique et sociale dans le Sud pendant cette période. Et les scènes de lynchage ou les simples tabassages déclenchés pour des vétilles s'inscrivent alors dans la vie quotidienne de ce Sud. Et c'est l'exercice du droit de vote par les Noirs qui apparaissait comme le plus insupportable à une large part de la population blanche. Il symbolisait en effet l'égalité de tous sous les espèces de la stricte équivalence des voix. La queue sagement formée devant l'urne mettait en scène un ordre radicalement non hiérarchique du monde, dans lequel la couleur de la peau ne jouait plus aucun rôle structurant. Et des coalitions qualifiées de fusionnistes, en Caroline du Nord par exemple, avaient fait leur apparition dans ce contexte de l'universalisation, toujours masculine, du suffrage. Et dans les années 1870 et 1880, de nombreux États du Sud avaient ainsi vu se former des alliances électorales interraciales qui regroupaient sur des programmes populistes des ouvriers et des paysans. Et les majorités au pouvoir avaient compris que ce droit de vote était la clé de tout et que sans retour en arrière sur ce terrain, le Sud serait littéralement révolutionné. Mais comment parvenir à ce but alors que le 15e amendement montait sur ce point la garde, empêchant les législatures des États d'éloigner la population noire des urnes? Je rappelle, c'est très important pour comprendre tout ce mécanisme, que le droit de vote aux États-Unis a toujours été un droit des États, ça n'a jamais été un droit fédéral. Et c'est de façon oblique que les chambres du Sud réussirent à parvenir à cet objectif. À partir de la fin des années 1870, on voit ainsi se multiplier les conditions qui sont mises à l'exercice du droit de vote, qui, sans être explicitement discriminatoires vis-à-vis des Noirs, conduisaient pratiquement à les écarter des urnes. Les techniques étaient multiples. Certains États mirent ainsi en place des conditions censitaires de paiement d'une poll tax, taxe sur la personne, à laquelle un nombre infime de Noirs étaient assujettis au lendemain de l'affranchissement. Des clauses de capacité politique, ce qu'on appelle dans le Sud les understanding clauses, introduisant un test civique de compréhension de la Constitution comme préalable à l'inscription sur les listes électorales, ont aussi été mises en place. Bien sûr, les Noirs qui se présentaient au test échouaient toujours. Et des clauses de capacité intellectuelle générale, les literacy tests, furent également mises en place dans le même but. Mais comme il y avait des Blancs illettrés, on a mis en place une autre mesure qu'on appelait les Grandfather Clauses, qui permettait à tout homme ayant voté avant 1867 ou dont les parents avaient voté avant 1867 d'être automatiquement inscrits sur les listes électorales. Donc ces Grandfather Clauses faisaient que même l'illettré blanc, en fonction de cette mesure, pouvait voter. Et l'adoption de techniques électorales même
comme celle du vote secret, par exemple, qui écartait les illettrés, ou les votes avec des urnes multiples, comme vous savez qu'aux États-Unis, on vote pour beaucoup de choses à la fois, redoublaient l'effet précédent qui renforçait l'effet d'exclusion. Et un découpage calculé des circonscriptions électorales établissait enfin un dernier garde-fou. Écartés des urnes de ces différentes façons, les Noirs finirent par ne plus compter politiquement. Dans un État comme la Louisiane, à titre d'exemple, les électeurs noirs étaient encore plus de 130 000 en 1896. Ils n'étaient plus qu'1 millier en 1904. Donc, en moins de 10 ans, on passe de 130 000 électeurs noirs à 1000. Et les législatures du Sud avaient du même coup les mains libres pour mener à bien ce qu'elles appelaient leur programme de rédemption. Et la politique de ségrégation constituera l'armature de ce programme de rédemption. Les mesures ségrégationnistes commencent à se mettre en place ainsi à partir des années 1890, soit un quart de siècle après la fin des guerres civiles. Et ces mesures ségrégationnistes vont complètement restructurer la vie quotidienne des États du Sud dans toutes ses dimensions. Les Noirs et les Blancs vont être partout séparés, dans les logements, les écoles, les gradins des stades, les sièges dans les théâtres ou les cinémas, les restaurants, les moyens de transport, les prisons aussi, les orphelinats, les hôpitaux, les cimetières, les funérariums même. Aucun lieu et aucune institution n'ont échappé au processus. L'imaginaire ségrégationniste n'a connu aucune limite, parfois jusqu'au plus étrange. En Floride et en Caroline du Nord, par exemple, les lois allèrent jusqu'à prévoir des zones de stockage séparées pour les livres scolaires utilisés par les Blancs et par les Noirs. Regroupés sous l'appellation de Jim Crow, le terme de Jim Crow vient de type de spectacle populaire dans lequel des acteurs blancs jouaient les Noirs pour se moquer des Noirs. C'est de là que vient l'expression Jim Crow pour qualifier la ségrégation. Donc ces lois Jim Crow furent cautionnées en 1896 par un arrêt de la Cour suprême qui reconnut la doctrine de l'égalité dans la séparation, separate but equal. Et un nouveau Sud s'était formé sur cette base, fort différent de celui de la période esclavagiste. La ségrégation était alors impraticable. Maîtres et esclaves cohabitaient nécessairement par la force de la quotidienneté. Ils étaient tout à la fois immensément inégaux en termes de statut et constamment en contact direct. On peut dire que pendant la période esclavagiste, distance sociale et proximité physique allaient structurellement de pair. Et la ségrégation va instaurer une nouvelle économie de la distance et de l'inégalité. En témoigne aussi le fait que les Noirs seront dorénavant toujours traités en bloc, comme une entité indécomposable, alors qu'au temps de l'esclavage, il y avait une forme de personnalisation de la relation, chacun d'entre eux étant plus volontiers appréhendé dans sa particularité, avec son caractère propre. On peut dire qu'il y a donc deux façons de parler de la ségrégation. On peut l'appréhender en termes d'histoire sociale ou la comprendre de façon philosophique. L'historiographie traditionnelle, sociale, s'est développée autour de deux grandes questions. L'évolution des rapports de proximité et de distance entre blancs et noirs d'une part, et d'autre part, la comparaison des formes d'exploitation entre esclavage et travail libre. Et sur ce dernier point, nombre d'ouvrages récents ont mis l'accent sur les modalités de recomposition de travail contraint dans l'ère post-esclavagiste, sous les espèces d'une exploitation capitaliste ordinaire et radicale, si l'on peut dire, mais également avec le développement de formules inédites d'asservissement au travail des Noirs. Par exemple, dans plusieurs États, des réglementations sur le vagabondage permettaient, par exemple, de forcer les individus à accepter des emplois sous-payés et à signer des contrats de longue durée. Des condamnations pour dette amenaient dans le Sud des magistrats à imposer des remboursements en nature sous forme de services personnels au service d'une personne. Et la collusion entre les juges et les autorités locales avait même conduit, dans certains cas, à ce que des entreprises établissent de véritables camps de travail
dans lesquels étaient employés des Noirs, camps de travail dans lesquels étaient envoyés des personnes convaincues de délits très mineurs. Il suffisait, par exemple, pour un Noir de ne pas avoir son titre de transport pour être condamné au camp de travail. Et la grande entreprise, il y a eu tout un ensemble de livres sur cette entreprise, la grande entreprise qui a utilisé ce type de camp était l'US Steel. Donc ça n'était pas des petites entreprises. Il y a un ouvrage qui est paru l'an dernier qui s'appelle Slavery by Another Name de Douglas Blackman qui fait le point sur ces processus qu'on a appelés en histoire de réesclavagisation du travail sous des formes non juridiques. Et à la frontière de la légalité, voire même en complète inégalité, on voyait ainsi reparaître l'équivalent de l'ancien système colonial de l'indentured labor. Et c'est pour cela qu'on a parlé de re-enslavement, pour qualifier ces manières de soumettre un travail dépendant une partie de la population noire. Donc tous ces travaux tendent à relativiser l'effet d'une rupture, en disant qu'entre la période esclavagiste et cette réesclavagisation selon ces différents modes, il y a bien sûr un fossé juridique, mais que dans les faits, il y a des formes de domination équivalentes qui se reproduisent. Et ainsi, pour beaucoup d'historiens, la ségrégation n'aurait fait que s'adapter au nouveau contexte et qui était celui de la séparation entre races. Mais dans l'historiographie américaine, l'accent historiquement a d'abord été mis sur la rupture représentée par la mise en place de la ségrégation. Un ouvrage a fait date de 1955, c'est l'ouvrage de Woodward, The Strange Career of Jim Crow, l'étrange carrière de Jim Crow, qui a le premier insisté sur ce paradoxe d'une ségrégation qui commence 30 ans après la fin de la guerre de sécession. Et Woodward va mettre en avant 2 points. Il va d'abord rappeler, chose très importante, que les premières réglementations de ségrégation en matière de transport, d'écoles, de prisons, de cimetières avaient été édictées dès le début du XIXe siècle dans les États du Nord, c'est-à-dire là où il n'y avait pas d'esclavage. Donc les premières formes de ségrégation ont été inventées dans les États du Nord, au début du XIXe siècle. Et ce fait l'a conduit à mettre ses pas dans ce Tocqueville, qui avait suggéré l'existence d'une sorte d'économie de la séparation, articulant dans un jeu à somme nulle les 2 variables de la barrière légale et de la barrière des mœurs. Le préjugé, avait écrit Tocqueville, le préjugé de race me paraît plus fort dans les États qui ont aboli l'esclavage que dans ceux où l'esclavage n'existe pas encore. Et nulle part, il ne se montre aussi intolérant que dans les États où la servitude a toujours été inconnue. C'est ainsi, poursuit Tocqueville, qu'aux États-Unis, le préjugé qui repousse les nègres semble croître à proportion que les nègres cessent d'être des esclaves et que l'inégalité se grave dans les mœurs au fur et à mesure qu'elle s'efface dans les lois. Au Sud, l'esclavage avait effectivement creusé un tel abîme entre les Noirs et les Blancs que ces derniers ne pouvaient voir une menace dans le fait d'un voisinage. Il n'y avait dans ce fait aucune correspondance entre l'idée d'égalité et celle de proximité. Les 2 types de relations étaient alors totalement dissociés. Il n'y avait pas de superposition entre les lois et les mœurs. D'où la dualité possible du style de ces relations. La férocité de la législation pouvait y coexister avec une certaine bonhomie des rapports quotidiens. Il en allait tout différemment au Nord. Le rapport social s'y organisait en effet là sur un registre unique. Au Sud, résumé en ce sens Tocqueville, le maître ne craint pas d'élever jusqu'à lui son esclave parce qu'il sait qu'il pourra toujours, s'il le veut, le rejeter dans la poussière. Au Nord, poursuivait Tocqueville, le blanc n'aperçoit plus distinctement la barrière qui doit le séparer d'une race avilie, et il s'éloigne du nègre avec d'autant plus de soin qu'il craint d'arriver un jour à se confondre avec lui. C'est dans ces mêmes termes que Woodward a compris la ségrégation comme une sorte de rétablissement-déplacement d'un ancien mode de différenciation déconstruit par l'émancipation. Souligner le caractère inédit
du type de relation qu'elle avait mis en place était dans cette mesure essentielle. Et Woodward a prolongé cette analyse sur le terrain économique. Il a mis en évidence le lien entre l'adoption des mesures Jim Crow et le contexte de crise économique des années 1880-1890. Alors que la grogne, pendant cette période de crise, de nombreux Blancs contre les leaders conservateurs du Sud trouvait son origine dans l'échec de ces derniers à redresser la situation économique, ces conservateurs avaient cherché à valoriser un sentiment de valorisation raciale et substituer ce sentiment de valorisation raciale à une peur de déclassement social, en jouant à fond la carte anti-noire. Sur ce terrain aussi avait joué une arithmétique de la distinction et de la similarité, articulant les deux champs de l'économie et de la race. La séparation exacerbée des Noirs et des Blancs avait en effet alors permis à ces derniers Blancs d'éprouver une forme d'identité qui rendait moins sensibles les inégalités économiques qui les divisaient par ailleurs. L'identité raciale s'est donc alors substituée à l'égalité sociale pour produire un sentiment de similarité dans l'univers de ces Blancs. C'est d'ailleurs en s'engouffrant dans cette brèche que les progressistes font alors campagne dans le Sud. Leur défense de la supériorité blanche, white supremacy, et leur plaidoyer pour enlever leur droit de vote aux Noirs se sont articulés avec un discours socialement très à gauche. L'appel, c'est une des formules souvent envoyées, à renvoyer les Noirs à leur place, a servi chez eux de moteur à la formation de solidarité, à la formation d'un sentiment de solidarité entre Blancs. Le rappel à une société plus démocratique a ainsi plongé ses racines dans une vision du monde ouvertement raciste. Et Theodore Roosevelt lui-même, qui sera une des grandes figures du progressisme américain, qui sera élu président, a bien illustré cette vision. Tocqueville avait d'ailleurs dit à propos du Sud, « S'il fallait absolument prévoir l'avenir, je dirais que suivant le cours probable des choses, l'abolition de l'esclavage au Sud fera croître la répugnance que la population blanche y éprouve pour les Noirs. Je fonde cette opinion, disait-il, sur ce que j'ai déjà remarqué au Nord. » L'exacerbation de la hantise du mélange des races a prolongé cet imaginaire de la ségrégation dans l'Amérique à l'aube du XXe siècle. Dans les années 1830, Tocqueville et Michel Chevalier avaient déjà remarqué la répugnance extrême que soulevait chez les Blancs du Nord l'idée d'un mélange, d'une amalgamation avec les Noirs. Au Sud, l'infériorité légale de l'esclave voisinait au contraire, pendant la même période, avec une certaine tolérance pour des relations sexuelles mixtes. Et les sangs et les enfants de sang mêlé ne faisaient pas scandale. L'émancipation va modifier radicalement cet état de choses. Le seul fait de la réduction spectaculaire du nombre d'enfants mulâtres au Sud en a constitué un indicateur directement visible. Plusieurs ouvrages ont été consacrés à cette question-là. Les relations interraciales devinrent donc marquées socialement du sceau de l'infamie, et la plupart des États du Nouveau Sud adoptèrent en conséquence des lois interdisant l'intermariage. Ces lois constituaient le véritable couronnement de l'entreprise ségrégationniste, et la définition du blanc se fit simultanément beaucoup plus rigoureuse. L'attention à la pureté de la race blanche devint, à partir de cette période, obsessionnelle, car elle accompagnait nécessairement l'idée de ségrégation. Elle se traduisait in fine, logiquement, par l'adoption du principe de la One Drop Rule, qui visait à garantir la préservation de l'intégrité de la race. Et ce souci d'établir la séparation des races sur des critères très rigoureux se retrouvera d'ailleurs à partir de cette période dans les catégories utilisées par les recensements américains. Alors même que les fondements biologiques et anthropométriques des distinctions raciales étaient scientifiquement de plus en plus contestés, l'usage de la notion de race au service d'une catégorisation des populations n'a pas cessé de s'imposer en Amérique. Voir sur ce point le très bon livre de Paul Shore, Compté et classé, Histoire des recensements américains.
L'histoire de la ségrégation, que l'on peut appréhender au prisme de ces différentes ruptures, est celle d'un phénomène très complexe. Elle laisse pour cela place aux divergences d'interprétation. Sans compter même les partisans les plus déterminés de la thèse de la continuité, qui tendent à nier l'idée d'une mutation qualitative dans les rapports entre noir et blanc, il y a par exemple une controverse sur le moment effectif du basculement qu'elle traduisait. Certains estimant par exemple que le processus était amorcé dès le lendemain de la guerre civile et non pas principalement dans les années 1890. D'autres historiens ont de leur côté insisté sur la distinction opérée entre l'exclusion de la période de l'esclavage et la ségrégation ultérieure, mettant en garde contre l'idée qu'il y aurait eu avant l'émancipation des formes d'émancipation liées à des représentations de la proximité des deux groupes. Et les mêmes historiens ont parallèlement souligné que cette ségrégation pouvait paradoxalement être appréhendée comme un progrès relatif par la population noire elle-même, dans la mesure où elle ouvrait l'accès à des biens ou à des services dont celle-ci était précédemment privée. Outre le fait que la ségrégation alimentait aussi chez elle un certain sentiment positif d'identité, et que chez les Noirs, l'idée de se dissoudre dans la population blanche ne dessinait pas un avenir forcément désirable. Mais au-delà de ces controverses d'historiens sur l'ambivalence des Noirs vis-à-vis de la ségrégation, sur son déroulement, le fait que ce soit joué à travers sa mise en place une profonde recomposition des représentations de l'égalité dans le monde blanc reste l'élément décisif à considérer dans la perspective d'une histoire indissociablement sociale et philosophique de la démocratie en Amérique. Dans son maître livre, An American Dilemma, The Negro Problem and Modern Democracy, Myrdal a bien souligné qu'en Amérique, le racisme ne pouvait pas simplement être appréhendé comme une perversion de la démocratie, mais qu'il devait également être compris comme une de ces formes structurantes de la démocratie américaine. Le racisme, disait Myrdal, y a en effet joué un rôle essentiel dans la construction de l'imaginaire égalitaire des Blancs. Pas à l'origine, car au temps de la révolte contre l'Angleterre, la revendication d'égalité et de liberté avait été formulée dans des termes très proches de ceux des révolutionnaires français. Même si, en Amérique, l'émancipation des Blancs comme abolition d'un précédent esclavage civil et politique prenait aussi sens dans le constat de la différence avec ceux qui restaient des esclaves. Mais là comme en Europe, les effets conjugués de la révolution industrielle et du développement d'une société de marché ont rapidement mis à mal la promesse des origines. Dans ce contexte, le racisme va donner en Amérique un nouveau sens à l'idéal égalitaire. La perception des inégalités qui traversaient la société, y compris les plus criantes, était complètement modifiée par l'exacerbation du sens de la similarité en termes de couleur de peau. Les Blancs pouvaient avoir le sentiment de s'élever solidairement en méprisant de concert un groupe jugé inférieur, groupe dont les contours pouvaient être physiquement immédiatement appréhendés. Et l'érection de la blancheur, whiteness, en catégorie centrale permit de secondariser les autres représentations du monde social. Il y a donc une spécificité de ce racisme. Il n'est pas fondé sur le simple sentiment d'une hostilité, d'une étrangeté ou d'une différence problématique, voire menaçante, comme l'était au XVIIIe siècle le rapport aux sauvages dans le monde européen. Il appartient en propre à l'âge démocratique. Dans un très beau livre, L'idéologie raciste, Genèse et langage actuel, Colette Guillaumin écrit « La croissance de l'idéologie raciste dépend en fait étroitement des valeurs égalitaires. Elle est une réponse à la pétition d'égalité. Ce que vient en ce sens saper l'émancipation des Noirs, avec la pétition qu'elle emporte de l'égalité des droits civiques et politiques, c'est la vision précédente de l'égalité et d'identité du monde blanc. D'où, après la guerre civile, la rage mise à restaurer sur un mode physique une égalité-identité considérée comme menacée. Le propre
de l'effet d'égalisation du groupe racisant et de produire une égalité de corps. Il ne s'agit donc pas d'une égalité de type démocratique. Celle-ci implique en effet toujours la détermination de normes de justice entre individus. Ressurgissait plutôt sur ce mode une égalité de type aristocratique. Et c'est ce qu'avait très bien perçu un certain nombre de voyageurs européens aux États-Unis. Gustave de Beaumont, le compagnon de voyage de Tocqueville, on le sait, s'était surtout intéressé à cette question des rapports entre blancs et noirs aux États-Unis. Et voilà ce qu'il écrit dans son livre « Marie ou l'esclavage aux États-Unis ». Comme l'existence d'une population esclave établit une classe inférieure, dit-il, tous les Blancs du Sud se considèrent comme formant une classe privilégiée. La couleur blanche est regardée dans le Sud comme une véritable noblesse. Les Blancs se traitent donc entre eux avec d'autant plus d'égard et de bienveillance qu'ils se trouvent à côté d'eux des hommes auxquels ils n'accordent que du mépris. Il s'introduit ainsi dans les mœurs du Sud quelque chose d'aristocratique. Et c'est un point sur lequel Beaumont insistera dans sa correspondance qu'il aura avec sa famille quand il sera en Amérique. Je note d'ailleurs que dans son ouvrage « Les États-Unis aujourd'hui », que j'ai déjà cité, André Siegfried écrit « Moins bien payé que dans le Nord, mal protégé légalement dans l'atelier, le pauvre blanc du Sud possède cette satisfaction d'amour-propre de se sentir membre d'une aristocratie. » Dans l'Europe classique, le sentiment aristocratique était en effet pareillement fondé sur l'idée d'appartenir à une race distincte, à une humanité séparée, partageant un même sang bleu. Cela suffisait à établir une forme d'égalité de corps entre le grand seigneur et le petit hobereau, à les distinguer du commun, au-delà des énormes écarts de fortune qui pouvaient les éloigner. L'aristocratie, avait noté en ce sens Rousseau, n'admet que des droits de corps et non des droits individuels. Et plus on descendait vers le bas de l'échelle sociale chez les Blancs du Sud, plus fort était donc le souci de maintenir les Noirs à l'écart, autant que dans une position d'infériorité. La peur du déclassement qui hantait socialement ces individus, à cause de leur situation économique défavorisée, pouvait être surmontée sur ce mode. Sur tout ce thème de la peur du déclassement, fear of falling, dans le monde blanc du sud des États-Unis à cette période, il y a plusieurs travaux historiques récents qui ont été publiés. Avec l'instauration des mécanismes de ségrégation, réapparaissaient en fait des formes de sociabilité archaïques. La polarité du pur et de l'impur qui les sous-tend renvoie par exemple directement à une organisation en caste de la société. Dans un tel cadre, l'égalité n'est pensable qu'en tant que qualité d'un groupe séparé. Elle ne peut exister que sous les espèces d'une homogénéité et non pas comme la forme d'une relation. Dans ces tristes tropiques, Lévi-Strauss donne d'ailleurs un exemple très parlant d'une telle articulation entre l'idée d'égalité et celle de séparation dans un monde prémoderne. Décrivant les peintures corporelles des Indiens Caduveo du Brésil, il attire l'attention sur la façon dont ces peintures combinent des figures rigoureusement géométriques et des courbes au dessin très libre. Se trouvait de la sorte superposée, commente-t-il, un principe d'égalité et une organisation hiérarchique. C'est à cela que revient l'Amérique de la ségrégation. L'égalité segmentée qui la caractérise est aux antipodes de ce que cherche à dessiner la figure d'une société des égaux. Il y a donc eu deux façons successives de penser l'égalité en Amérique. À l'âge de la fondation de la République, c'est la perspective d'une société de semblables qui a ordonné les choses, et plus tard, c'est au contraire contre la similarité que les Blancs exprimaient sur un mode raciste leur vision du type d'égalité qui pouvait les unir. Je cite là aussi, encore une fois, Siegfried, parce que son livre est peut-être moins connu que d'autres, mais il est très intéressant. Siegfried disait « On n'a pas compris le Sud si l'on ne se rend pas compte que la haine contre le nègre est d'autant plus violente qu'on descend plus bas dans l'échelle sociale. Le pauvre blanc possède au moins cette satisfaction d'amour-propre de se sentir membre d'une aristocratie. » Cette question
de l'égalité fondée sur la séparation raciale s'est liée aux États-Unis à celle des raisons de l'absence de socialisme. Si on laisse de côté l'existence de petits groupes marginaux, le fait est qu'aucun parti socialiste ne s'est jamais formé en Amérique. Le fait est aussi que les idées socialistes n'y ont jamais conquis une fraction significative de l'opinion. Et cette double absence constitue une exception. On la retrouve dans aucun autre pays industrialisé. Bien des explications de ce phénomène, de l'absence de socialisme aux États-Unis, ont été proposées. La première à avoir été formulée explicitement relève de ce qu'on peut appeler la théorie de la frontière. Elle a été avancée par Sombart dans son essai pionnier de 1906, « Pourquoi le socialisme n'existe-t-il pas aux États-Unis ?» Reprenant l'idée de Frederick Jackson Turner sur l'exceptionnalisme américain, Sombart avait considéré que cette frontière avait fonctionné comme une soupape de sécurité, désamorçant en permanence les antagonismes de classe, en donnant à l'espérance d'un monde meilleur une représentation tangible, celle physique de la frontière, dans laquelle chacun pouvait se projeter et s'investir, au moins mentalement, alors que l'espace du conflit de classe en Europe était celui d'un monde fermé, dans lequel les questions de la répartition et de l'investissement se posaient différemment. Et Sombart en avait logiquement conclu que la fin de la frontière entraînerait l'avènement d'un socialisme appréhendé comme l'autre nécessaire du capitalisme. Les faits se sont chargés d'invalider cette hypothèse, mais beaucoup d'autres hypothèses ont été formulées pour expliquer l'absence de socialisme aux États-Unis. Dès les années 1860, Marx a beaucoup écrit sur les États-Unis, et il a beaucoup écrit dans des journaux américains. Dès les années 1860, Marx avait quant à lui mis l'accent sur le caractère particulièrement hétérogène d'un monde ouvrier constitué d'un millefeuille de nationalités qui était issu de vagues successives d'immigration. Situation considérée comme constituant un frein, expliquait-il, à la formation d'une véritable classe ouvrière. Et Marx avait naturellement surtout souligné à son époque que l'aspect le plus frappant de cette hétérogénéité, s'il était constitué par la population des travailleurs irlandais, qui étaient souvent, parce qu'ils étaient catholiques et parce qu'ils étaient des immigrants récents, en violent conflit ouvert avec les ouvriers plus événements établis. Et de multiples travaux n'ont pas cessé depuis d'explorer les formes ethniques et sociales de cette hétérogénéité américaine et de préciser cette explication. Pour ceux qui s'intéressent à ce sujet, je signale qu'il y a un volume qui reprend tous les lettres qu'ont publiées Marx et Engels sur les États-Unis, c'est Letters to Americans, dans lequel il y a beaucoup de documentation intéressante. Le fait d'une absence d'ancien régime de passé féodal a aussi été invoqué, notamment par l'historien Louis Hart, qui est un des grands historiens progressistes de l'Amérique, pour lequel le socialisme étant une réponse à un sentiment d'oppression forgé dans une société d'ordre et de classe, n'avait pas pu émerger dans une société qui, dès ses débuts, s'était organisée sur la base d'un travail indépendant. Société dont les représentations sociales étaient restées fortement liées à cet état premier. Dans la même direction, les valeurs plus générales d'individualisme et de défiance vis-à-vis de l'État n'ont cessé d'être soulignées pour rendre compte de cette spécificité américaine. Au même titre, c'est dans la continuité que la foi dans l'égalité des chances, toujours restée vive, qui a conduit à privilégier la voie d'une amélioration individuelle des situations par rapport à des changements structurels des conditions. Cette économie des rapports entre situation et conditions marque bien sûr une particularité aux États-Unis. Et la science politique a de son côté dégagé aussi des variables propres au système politique américain qui expliqueraient l'absence de socialisme. La structure fédérale du pays y a d'abord induit une forme de dispersion de l'énergie revendicative, pourrait-on dire, de dispersion de l'opposition, de la critique sociale. Il était en conséquence plus difficile qu'en Europe de désigner un lieu identifiable de décision dont la maîtrise aurait pu commander une rupture avec l'ordre des choses. La notion même de conquête du pouvoir, inséparable de la formulation de l'idée révolutionnaire,
ne pouvait donc prendre corps aux États-Unis. Nul ne pouvait songer en Amérique à prendre la Maison-Blanche quand on avait pris la Bastille en France ou le Palais d'Hiver en Russie. Et le système électoral, à son tour, a eu d'un autre côté pour effet de conduire au bipartisme, puisque c'est un système des élections à un tour, et d'empêcher, comme en Angleterre, et d'empêcher l'émergence de forces tierces. C'est la même chose en Grande-Bretagne, mais dans le cas anglais, les travaillistes ont pu se substituer au début du XXe siècle aux libéraux, qui ont eux-mêmes été laminés. Donc les travaillistes sont devenus la seconde composante du bipartisme. Ces différents facteurs, dégagés dans l'historiographie américaine, appelleraient certes à être pondérés, car leur valeur explicative est à l'évidence inégale. Mais leur imbrication éclaire effectivement l'absence de socialisme aux États-Unis. Il y a cependant une autre variable, moins souvent mise en avant, qui me semble devoir être considérée comme décisive. C'est la fonction de modification de la perception des antagonismes sociaux qui a été liée au fait du racisme envers la population noire. Il dépasse en effet le phénomène de ce qu'on appelait en Amérique le nativisme. On appelait nativisme le sentiment de cohésion et de supériorité des groupes ouvriers les plus anciens et les plus qualifiés, qui s'exprimait sous la forme d'un rejet, d'un mépris des nouveaux immigrants, sentiment dont Marx et Engels avaient été les premiers à montrer le rôle, et sentiment qui n'a cessé au XIXe siècle de faire qu'il y avait comme l'équivalent d'un fossé de classe qui séparait eux-mêmes les ouvriers. Et la distance qu'a instaurée le racisme a été plus profonde et plus structurante. D'abord parce qu'elle était plus permanente, mais aussi plus universelle, si l'on peut dire, invitant à la lecture la plus lisible et la plus simplifiée qui soit des distinctions sociales. A de la sorte été introduit aux États-Unis le biais d'une perception très particulière de la condition ouvrière chez les Blancs. Leur sentiment d'exploitation a été en permanence racheté par la mise en scène de la supériorité raciste vis-à-vis des Noirs, au nord comme au sud. Michel Chevalier, qui est un des voyageurs, comme on l'a déjà vu, aux États-Unis en même temps que Tocqueville, écrivait « La démocratie blanche a un piédestal, l'esclavage. Pour se sentir haut, elle n'a pas besoin de rabaisser continuellement la bourgeoisie. Elle exerce son autorité par en bas et songe moins à attaquer ce qui est au-dessus d'elle. Il suffit de remplacer le mot d'esclavage par celui de racisme pour voir qu'il y a eu pour cette raison un obstacle très puissant à la représentation d'un prolétariat comme figure générique de la souffrance sociale aux États-Unis. Il n'y a pas de socialisme possible, en effet, sans une certaine universalisation du malheur, constituant les exploités en classe. Le racisme, justement, c'est une façon de désuniversaliser le malheur. La faiblesse historique de l'État-providence et des mécanismes redistributifs américains par rapport au développement qu'ont connu cet État-providence et ces mécanismes en Europe peut se comprendre dans la même perspective. Faiblesse qui contraste d'ailleurs avec la générosité privée beaucoup plus grande des Américains, comme en témoigne le montant des dons à des organisations charitables. Là aussi, les facteurs explicatifs de cette différence entre État-providence fort en Europe et État-providence faible en Amérique sont multiples. Il y a le poids des données, là encore, proprement politiques et institutionnelles, qui contribuent à empêcher l'émergence de mouvements fortement structurés autour de revendications. Et on retrouve là des éléments voisins de ceux qui rendent compte de l'absence de socialisme. Des facteurs culturels ont aussi leur importance. D'après une enquête récente du World Values Survey, 71% des Américains estiment ainsi que les pauvres pourraient échapper à la pauvreté s'ils en faisaient l'effort, alors que seulement 40% des Européens pensent de même. Les Américains jugent ainsi volontiers les pauvres responsables de leur sort, alors que les Européens les considèrent plus généralement comme des victimes. Mais il semble, encore une fois, que le racisme joue dans cette affaire un rôle prédominant. Voyons de quelle manière.
Les travaux d'Alesina et de Glaser, je fais référence au livre qui était traduit en français Combattre les inégalités et la pauvreté, les États-Unis face à l'Europe, ont établi qu'il existait partout dans le monde une forte corrélation entre fragmentation sociale et politique de redistribution. Les pays les plus hétérogènes étant ceux qui dépensaient le moins pour le social. Phénomène qu'il convient de recouper avec le lien qui a par ailleurs été établi entre niveau de confiance et homogénéité dans les sociétés. Je fais référence là, notamment aux travaux récents du sociologue américain Putnam qui a beaucoup développé cette question-là. C'est donc que la solidarité est forte là où la confiance entre citoyens l'est également. Et à l'inverse, que la détermination à financer des politiques redistributives est faible là où règne à l'inverse la défiance. Et nos auteurs ont souligné la dimension raciste que prend cette donnée aux États-Unis. Nombre de Blancs y suspectent en effet implicitement les Afro-Américains d'être des tricheurs, de profiter du système. Du même coup, ils sont prêts à renoncer à la mise en place de mécanismes redistributifs dont ils pourraient pourtant personnellement profiter, du seul fait que par hostilité raciale, ils veulent écarter les Noirs de bénéfices sociaux que ces derniers en tireraient aussi. Témoigne de ce fait le constat que sur l'ensemble des États-Unis, ce sont les États qui ont le plus faible pourcentage d'Afro-Américains dans leur population qui offrent les prestations sociales les plus généreuses. On voit donc bien, là encore, cette question est très documentée dans le livre d'Alesina et de Glaser, ce sont deux professeurs d'Harvard. On voit donc bien, là encore, que le racisme en Amérique a une fonction constituante de la détermination des règles de justice sociale. Les stéréotypes qui lui sont associés ayant sous-tendu un certain rejet de l'État-providence. Le projet d'un protectionnisme ouvrier, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait été à l'ordre du jour en Europe, et spécialement en France, au tournant des années 1890, a trouvé en Amérique un terrain particulièrement favorable. Les restrictions en matière d'immigration en furent une traduction immédiate. Le Congrès américain vota ainsi dès 1882 les premières lois visant à opérer une sélection ethnique des immigrants. Et ces lois allaient ouvrir un long cycle de restrictions, tant qualitatives que quantitatives. Mais l'important pour notre développement est de souligner la violence des campagnes anti-chinoises et anti-japonaises qui ont accompagné cette histoire de restriction à l'immigration. Le racisme anti-chinois était très précoce en Californie. Dès 1879, un vote organisé en Californie sur la question de l'immigration chinoise avait donné un résultat écrasant de 161 000 voix opposées à cette immigration contre seulement 638 favorables. Dans ces années, les membres du Working Men's Party ou les Knights of Labor n'hésitaient pas à s'en prendre physiquement aux travailleurs chinois. La charte de 1876 du Working Men's Party stipulant même que le parti ne saurait condamner les travailleurs impatients qui manifesteraient leur haine des Chinois. Et ce rejet était beaucoup plus violent que celui manifesté quelques décennies plus tôt par les Know Nothing, lorsqu'ils s'étaient déchaînés contre les Irlandais dans les années 1850 et 1860. Plus violent du fait même de sa dimension ouvertement raciste. Au moment où les distances sociales se creusaient à l'ouest, en même temps que s'évanouissaient les espoirs d'enrichissement de nouveaux immigrants venus de l'est du pays, ce racisme servit en quelque sorte de compensation à ces Blancs en voie de déclassement. Alors que l'expression et l'extension du wage system of labor, l'histoire de l'Amérique, c'est tout de même une histoire du déclin progressif du travail indépendant et la montée en puissance du travail salarié. L'extension de ce salariat tendait à donner
à ces travailleurs blancs un statut de ce qu'on appelait les wage slaves, c'est-à-dire les salariés esclavagisés. Et le racisme anti-chinois, comme le racisme anti-noir, furent utilisés comme des substituts d'égalité et une façon de restaurer une dignité estimée blessée. C'est bien ainsi, par de multiples biais, que la question de l'égalité s'est trouvée liée à celle du racisme en Amérique. Plus qu'ailleurs, l'égalité y était pensée sous les espèces non démocratiques, bien évidemment, d'une homogénéité excluante. Nous avons ainsi vu que dans cette première grande crise de l'égalité sont apparues les différentes figures pathologiques de reformulation de l'égalité. Pathologies qui, je le répète, ont été des pathologies de la communalité sous ces formes de l'homogénéité excluante, par exemple, dont je viens de parler, pathologies de la similarité aussi qui ont pesé sur toute l'histoire du XIXe siècle. Et ce que nous verrons maintenant, c'est comment s'est opérée une rupture avec l'ensemble de ces figures. Comment s'est opérée une rupture avec l'idéologie libérale conservatrice, comment s'est opérée une rupture avec l'utopie communautaire, comment s'est opérée une rupture avec le national-protectionnisme, et comment s'est opérée, sur ce point peut-être moins, une forme de rupture avec la démocratie raciste, pourrait-on dire. Et ce qui marquera cette rupture, c'est le développement, en Europe beaucoup plus qu'aux États-Unis, d'un État redistributif. L'État redistributif sera en quelque sorte la forme sociale et politique qui permettra de dépasser ces différentes figures pathologiques de l'égalité telles qu'elles s'étaient manifestées tout au long du XIXe siècle. Et ce sera ce dont nous parlerons à partir de la semaine prochaine. Voilà. Au revoir.